Salut Asia, comment vas-tu? Salut Daïdan, très bien, merci. Et toi? Écoute, très bien, je suis très content de te recevoir sur notre podcast Bridge Makers. Je te laisse te présenter comme tu veux, tu donnes les détails que tu veux et on poursuit. Moi c'est Asia, donc je suis la fondatrice de l'école de langue PLH. Concernant mon parcours, moi j'ai fait des études dans les ressources humaines, j'ai fait un master RH. En parallèle, j'ai travaillé dans différents secteurs en tant qu'étudiante. Ensuite, je suis devenue directrice des ressources humaines dans un secteur complètement différent. J'ai toujours été passionnée par la complexité de l'humain. J'ai toujours voulu créer quelque chose d'utile pour les autres et je suis venue justement à créer une école de langue aujourd'hui. Super. Je me pose une question. Comment, donc dans ton parcours scolaire, ce que j'ai cru comprendre, tu as fait des études de ressources humaines. Et comment en es-tu arrivé à ouvrir une école? Moi, je connais l'histoire, hein, mais ça serait bien que les auditeurs puissent écouter un petit peu le process qui t'a amené à ouvrir ton école. Alors, comment je suis arrivée à ouvrir une école de langue? C'est parce que j'avais des difficultés justement en langue, plutôt de mauvaises expériences avec des professeurs. Et suite à ça, j'ai fait un séjour linguistique en Angleterre. Et j'ai eu une révélation avec une rencontre que j'ai eue d'un professeur à l'étranger. Et là, je me suis dit finalement qu'une rencontre, qu'une expérience positive pouvait avoir un impact significatif sur la suite de ma vie parce que j'ai jamais su aligner une phrase en anglais. Et après un court séjour de quelques mois, je me sentais très à l'aise. Et suite à ça, je suis arrivée justement à ce processus de créer plus qu'une école de langue. Je crée aussi une méthodologie qui s'appelle Montedrill. Comment? Montedrill. Donc c'est Montréal. un mix de Montessori et de concept de drill. C'est très paradoxal parce que c'est totalement l'inverse et le contraire, mais je pense que l'un et l'autre sont un peu extrêmes dans leur manière d'appréhender l'éducation et je pense que les deux font un super match. En tout cas, on est en train de tester ça de plus en plus. Incroyable. Euh, j'ai envie de revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quel a été ton déclic? Tu es resté combien de temps en Angleterre, du coup, pour que, en revenant, tu puisses... tu étais bilingue quand tu es revenu? Quel a été ton déclic? Moi, je suis partie avec des difficultés qui étaient linguistiques, certes, mais aussi personnelles. Donc, j'avais pas du tout confiance en moi parce que malheureusement, j'avais des professeurs qui avaient contribué à ce manque de confiance en moi en langue. Après, c'était aussi le fait de changer d'une école à une autre, une école où justement il n'y avait pas du tout de niveau, à une école un peu élitiste où quasiment tous les élèves étaient bilingues. Et le professeur ne m'a pas forcément aidée dans ce changement et ce processus. Et en fait, en partant, moi je suis restée 4 mois et demi à Londres. Et ce séjour, il a été plus qu'un séjour linguistique parce que le professeur travaillait aussi sur la confiance en soi. Et pour moi, c'était ça qui a tout changé. Alors non, on ne devient pas totalement bilingue après un séjour de 4 mois, alors c'est totalement faux. Par contre, ce que j'avais besoin, c'était un déblocage. Je pensais vraiment être un cas isolé, mais beaucoup de personnes étaient confrontées et sont confrontées encore aujourd'hui à ce problème-là. Et C'est de la peur, en fait. c'est totalement de la peur. C'est une mauvaise expérience. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être de la frustration. En revenant, j'arrive à avoir une conversation en anglais, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à comprendre une conversation. Parce qu'à chaque fois qu'on me parlait en anglais, je me bloquais parce que j'avais peur. J'avais peur du jugement aussi. Et c'est comme si là-bas, tout s'était... tout s'était envolé finalement et quand je suis revenue en Belgique, j'ai voulu continuer à pratiquer mon anglais. Donc j'ai commencé à chercher des écoles de langue et je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc je me suis réinscrite dans d'autres écoles, mais juste pour continuer à pratiquer parce que tu le sais, on perd. Une langue, c'est quelque chose qu'il faut continuer à pratiquer. Comme je ne trouvais pas, j'ai eu une idée, une vision et c'est plus sorti de ma tête. Et donc je me suis dit qu'à un moment donné, si ça sortait plus de ma tête, fallait peut-être que je le concrétise. Wow. Et à ce moment-là, j'ai lancé les premières tables de conversation brunch. Je voyais que beaucoup de personnes étaient dans mon cas et j'ai continué à créer d'autres choses, donc des premiers stages pour enfants,
Et je prenais du plaisir à le faire, alors que pour moi, de base, tout ce qui était relié aux langues de près ou de loin me procurait une peur. Et bien petit à petit, je voyais que c'était totalement l'inverse. Donc voilà un peu l'histoire. Ce que tu dis, moi ça me parle énormément, car j'ai eu personnellement aussi énormément de difficultés en langue. Il faut savoir que le français n'est pas ma langue maternelle. Du coup, il a fallu apprendre le français, et puis on m'a mis en première langue néerlandais, et puis il a fallu apprendre l'anglais. Et moi, je me suis rendu compte que une des premières difficultés d'apprendre une langue, c'est les gens qui sont autour, qui se moquent de toi, qui ne te mettent pas à l'aise. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en voyageant, en allant en Angleterre, voir de la famille, ou en allant aux États-Unis, ben, je parlais très bien anglais, en fait. Et donc, en effet, moi, ce que ça me fait penser, c'est que c'est plus de la peur. Et en fait, ce que ça m'évoque aussi, c'est la citation de Oprah Winfrey, « Transforme tes blessures en sagesse ». Et donc, en fait, sur ce que tu as dit tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on revienne sur les écoles. Donc, tu as ouvert des ateliers. Donc, moi, je connais ton projet, mais j'ai envie que ceux qui nous écoutent en sachent un peu plus. Comment ça se passe? Si tu pouvais nous parler de manière concrète, ton projet, ça touche quelle tranche d'âge? Comment tu mesures l'impact de ce que tu fais? C'est toutes ces questions-là que je me pose. C'est à partir de 5 ans qu'on réalise des stages et des cours également tous les mercredis. On a plusieurs services, donc des services pour les enfants, par tranche d'âge, donc pour les enfants de primaire, pour les adolescents, pour les adultes. Donc c'est soit des cours qui sont un peu plus réguliers, donc par exemple tous les mercredis après-midi. Il y a également des stages. Donc pour les stages c'est plus intensif, mais ça permet aussi que les enfants puissent avoir une belle expérience, qui soit enrichissante. On débloque pas mal d'appréhension par rapport aux langues. On vise aussi les adultes sur base de tables de conversation, brunch, pour pouvoir pratiquer son anglais. Des cours un peu plus privés, donc c'est soit des cours particuliers ou des cours collectifs de 5-6 personnes. C'est très axé sur l'interaction, sur la pratique, donc c'est des professeurs que je recrute pour évidemment leur diplôme dans un premier temps, parce qu'ils sont natifs, donc ils parlent parfaitement la langue, mais aussi... Sans te couper, ça m'intéresse de savoir les critères sur base desquels tu choisis tes profs, sachant que toi-même tu as eu une expérience avec certains profs qui t'ont fait perdre confiance en toi. Est-ce que c'est quoi tes critères? C'est quelque chose que tu mets en avant pour les sélectionner? Voilà, mais justement, dans un premier temps, je regarde évidemment le CV de la personne pour voir si elle a déjà une formation pédagogique ou si elle a déjà enseigné la langue. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi la personnalité de la personne. Je me fie aussi à mon instinct. Si la personne a une certaine bienveillance, si elle peut s'adapter à un groupe. Après, je suis là aussi pour apporter cette vision qu'eux n'ont pas forcément, parce qu'en général, quand je recrute des professeurs, c'est une facilité qu'ils ont d'apprendre la langue et de l'enseigner. En tout cas, de l'apprendre, de l'enseigner, ça dépend un peu du professeur, et c'est ce que je juge avec eux. Je les sensibilise sur le fait qu'ils peuvent avoir certaines personnes, voire tout le groupe, qui ont des difficultés, des blocages, et ce qu'ils doivent faire, c'est les accompagner en s'adaptant un peu à eux, un peu plus que dans les autres écoles, en misant sur la pratique et en les aidant avec, je dirais, un peu plus de proximité que dans une école lambda, parce qu'on va plutôt parler de discussion qui aura plus d'intérêt pour toi, parce que pour moi, une langue, c'est une transmission, c'est un peu l'échange qu'on a aujourd'hui. C'est de cette manière-là en fait qu'on doit le faire. On doit être intéressé de parler d'un sujet, c'est comme ça qu'on arrive à l'aborder. Donc oui, pour moi, la personnalité des professeurs a un impact, je dirais même un peu plus grand que le diplôme. Franchement, je trouve ça beau de faire une difficulté, une solution pour tous. Mais j'ai pas envie qu'on s'attarde uniquement sur ton projet. J'ai également envie qu'on apprenne à te connaître. Bon, moi, j'ai appris à te connaître un petit peu. Mais dans Bridgemakers, en fait, on part du principe que pour connaître une personne, on se base sur ses valeurs. Donc,
quelles sont tes valeurs? C'est quoi qui t'anime à travers ce projet ou même depuis toujours à travers tes études? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin, qui te motive à être une entrepreneur, de prendre autant de responsabilités? J'imagine que il faut un temps pour être rentable et tout ça. Donc, si tu pouvais nous dire ce qui t'anime, tes valeurs, voilà, ce qui te motive tous les matins quand tu te réveilles. Évidemment, être entrepreneur, c'est pas toujours facile, je dirais plutôt c'est jamais facile. Moi, je vois l'entrepreneuriat un peu comme le fait de trouver des solutions à une succession de problèmes. Et donc, si on n'est pas prêt à être face à des problèmes, pour moi, on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat parce que c'est un peu ma mission, finalement, de trouver des solutions à des problèmes. Donc, je dirais que la résilience, c'est une valeur qui est fondamentale, en fait, quand on se lance. Je pense que j'avais déjà ça bien avant, déjà dans ma vie personnelle. Aussi, le fait d'avoir travaillé très tôt. J'ai commencé à travailler à partir de 16 ans. J'ai été entourée de pas mal d'entrepreneurs parce que j'en ai pas dans ma famille. Mais je voyais des entrepreneurs me donner assez facilement des responsabilités. Donc déjà très tôt, j'étais face à ce type de problème-là. Voilà pour la première valeur. Je dirais que pour la deuxième, le fait d'être intègre et de le rester, c'est pas toujours évident parce que, comme tu dis… Intègre et de le rester. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi être intègre? Ce que j'entends par là. Quand on rentre dans cette aventure de l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile parce qu'on essaye de s'accrocher absolument et on se retrouve dans des situations où on se pose parfois des questions en se disant justement, moi je me suis lancée toute seule. C'était l'inconnu pour moi. Et en rentrant dans cette aventure-là, évidemment, vous allez rencontrer pas mal de personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou pas. Et pour moi, c'est important de rester qui on est parce que l'évolution que vous allez avoir à travers cette aventure-là peut vous changer. Et je pense que pour moi, c'était important de rester qui je suis dès le départ parce que je suis arrivée avec des rêves, des envies, etc. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent à un moment donné changer et un petit peu perdre leurs valeurs finalement. Tout à fait. Donc, et pour moi, c'est important rester authentique. De me rappeler pourquoi je me suis lancée aussi. Ok. Assia, je reviens sur la question des valeurs. On a déjà discuté, j'ai envie de mettre en lumière un point spécifique. Donc, j'ai envie de revenir sur le fait que tu aies commencé à travailler très tôt. Pourquoi tu as commencé à travailler très tôt? Est-ce que c'était le contexte familial faisait qu'il fallait bosser ou tu étais déjà très ambitieuse à ce moment-là? Pourquoi avoir commencé à bosser très tôt? J'ai commencé à travailler très tôt, dès que je pouvais travailler. Déjà parce que j'avais envie de pouvoir m'acheter ce que je voulais, déjà dans un premier temps. Et aussi parce que c'est une raison aussi qui est importante pour moi, c'est que ça me permettait de me sentir libre, de découvrir un peu le monde. Sans te couper, est-ce que dans les études aussi, c'était une source de motivation? Tu te disais, je vais me donner à fond dans les études, j'aurai un très bon diplôme et ça me donnera des opportunités en termes de métier ou en termes de skills et de compétences. Est-ce que ça a été une source de motivation pour toi durant tes études? Alors, totalement. En fait, ce que je veux transmettre, c'est que je n'avais pas toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas poussée à faire des études. On ne m'a pas poussée à aller plus loin. J'ai voulu le faire parce que je voyais que ça allait m'apporter quelque chose sur du long terme. Donc à travers les études, par exemple, moi j'ai commencé à aller dans une école pas très loin de chez moi. Alors dans une école pas très loin de chez moi, c'est-à-dire que ça m'a apporté ces difficultés de langue. Parce que la prof de néerlandais ne parlait pas néerlandais, la prof d'anglais c'était très compliqué, elle était tout le temps absente et le contexte dans lequel j'étais à l'école était compliqué. Donc j'ai voulu aller plus loin, c'était compliqué dans un premier temps, mais je me suis battue pour. Donc je suis allée dans une autre école. Donc, c'était une école juste au centre-ville, donc quand je dis plus loin, c'était à 15 minutes de chez moi. C'est déjà plus loin. C'est déjà plus loin, pour moi c'était déjà énorme.
Alors dans cette école-là, c'était complètement différent. J'avais l'impression d'être dans un autre pays. Donc pour moi, je voyais déjà, petit à petit, je me disais, ok, là j'ai accédé à autre chose. Et donc le fait de réussir, je voyais que à force de réussir, j'arrivais à aller encore plus loin et on m'autorisait à aller plus loin parce que je réussissais. Et pour moi, c'était simple, il fallait que je réussisse si je voulais aller encore plus loin. Et c'est comme ça que je suis arrivée aussi à faire mon bachelier d'abord à Charleroi. Donc j'ai été d'abord dans un premier temps assistante sociale. J'ai eu une proposition de CDI, alors pour ma famille, il fallait absolument prendre le CDI. Et j'ai voulu faire un master pour aussi faire mes études à Bruxelles. Donc j'ai fait une année préparatoire, un master à Bruxelles que j'ai réussi. Et là, je me suis dit, waouh, je suis à Bruxelles. Je découvre d'autres personnes, des étudiants qui viennent partout dans le monde, ce que je n'avais pas l'occasion de voir à Charleroi, par exemple. Et systématiquement, c'était comme ça. Donc ensuite, après mes études, j'ai commencé à travailler sur Charleroi. Ensuite, j'ai eu une proposition à Bruxelles. Et j'ai toujours vu mon émancipation à travers mes études, le travail. Et j'ai finalement été formée très tôt parce que justement, comme tu disais, je recherchais cette liberté-là. Donc, moi, le conseil que j'aurais à dire, c'est que déjà, il faut comprendre pourquoi on nous restreint de certaines choses. Il faut essayer de communiquer avec sa famille pour essayer de savoir pourquoi on est restreint de faire des choses qui, pour nous paraît totalement justes et on ne voit pas forcément le mal. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir une discussion et donc je dirais de faire la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est d'investir sur nous-mêmes. Moi, très tôt, je me suis dit, si je veux avoir accès à des choses dont j'aurais jamais pu avoir accès, c'est que je dois être meilleure moi-même, je dois investir sur moi. Donc l'investissement se faisait à travers mes études, mes jobs étudiants, parce que si aujourd'hui j'ai pu ouvrir une école de langue et créer quelque chose finalement à partir de rien, c'est parce que j'ai été proche d'entrepreneurs, que je voyais ce qu'ils faisaient, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai été indispensable pour eux, ce qui finalement m'a amené à pouvoir avoir des réflexes que de base je n'avais pas, parce que comme je te disais, moi je suis la première entrepreneuse dans ma famille, et pour eux ça n'a pas tout de suite été une fierté, vu que c'est l'inconnu, donc on ne peut pas être fier de ce qu'on ne connaît pas. Franchement, je trouve cela très inspirant. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui revient, c'est qu'à chaque fois, tu transformes des obstacles en solutions, non seulement pour toi, mais pour d'autres. Mais pour poursuivre, parce qu'on arrive quand même un petit peu à la fin, pour qu'on garde captifs les gens qui nous regardent. Comment tu te projettes dans le futur? Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans qui vont suivre? Est-ce que tu seras toujours focus sur ton projet actuel ou tu as d'autres perspectives d'avenir, tu as d'autres rêves, d'autres aspirations? Est-ce que tu te vois à l'étranger? C'est vrai que là, je me laisse un peu mener à travers les projets que j'ai. Et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de aller au bout de ce que j'ai commencé. Donc là, en l'occurrence, aller au bout de la création de PLH, mon école de langue. J'ai de plus en plus de boulot autour de ça. Donc pour moi, je suis une personne qui va au bout en général de ce qu'elle commence. Néanmoins, si j'ai une situation qui fait que je dois totalement arrêter ou que je dois aller vers autre chose, je l'accepterai parce que je trouve que j'ai beaucoup appris et j'ai développé pas mal de compétences différentes en me lançant dans l'entrepreneuriat. Donc je dirais que par rapport à mon projet, je vais juste continuer à tout donner. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à me lever en étant heureuse en fait, de travailler pour PLH. C'est le cas aujourd'hui. Donc en développant d'autres services, je suis vraiment heureuse parce que je vois de plus en plus de sens et d'utilité au fur et à mesure des mois. Donc moi, je suis encore plus motivée qu'au départ, que l'ouverture. Donc je suis très contente. Alors personnellement, ce que je voudrais, c'est évidemment trouver un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Pas que je n'en ai pas actuellement, c'est parce que c'est un choix personnel de mettre tout mon focus sur mon projet. Parce que je n'ai que mon projet actuellement qui demande autant d'énergie, mais s'il s'avère que j'ai
d'autres priorités, eh bien, je mettrai également toute mon énergie sur cette priorité justement. Super. Pour la fin, en fait, j'aimerais bien que tu nous donnes vraiment des tips qui vont nous permettre les derniers mots qu'on peut retenir de ce podcast. Quels sont les conseils que tu pourrais nous laisser? Une bouteille à la mer. Alors, je dirais que la première chose avant d'aller plus loin, c'est d'éliminer les personnes qui sont un peu néfastes à notre évolution, à la direction qu'on veut prendre de notre vie. Donc, bien s'entourer, pour moi, c'est la première étape. Et ensuite, si je pourrais donner un conseil, c'est de faire de ses faiblesses son meilleur allié, de l'apprivoiser et pas forcément de créer une école ou de créer quelque chose pour en faire sa force, mais en tout cas d'essayer de comprendre la source. Donc pour ça, il faut apprendre à se connaître. Je pense que c'est une quête qui prend énormément de temps. Et ensuite, de développer encore plus sa faiblesse en qualité. Voilà. Super, merci infiniment d'avoir pris ton temps, de t'être ouverte à nous tous. Et on espère te revoir très prochainement C'est gentil. sur la saison 2 de Bridgemakers. J'espère, pourquoi pas. Ah, merci beaucoup.